France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous et en direct en ce lundi 2 mars. Ravi de vous retrouver. On est ensemble et avec vous jusqu'à 18h avec pour m'accompagner aujourd'hui Rudy Kazi. Salut mon Rudy. Salut Christophe, tu vas bien? Très bien, merci beaucoup. J'espère que t'as passé un bon week-end, tout va bien? Ouais, ça va, pareillement. Et ça toi? va, t'es tombé dans la psychose du coronavirus? Non, pas encore, tout va bien? Non, moi je suis pas du genre à céder à la panique, mais toutefois j'ai quand même observé tout ce qui s'est passé ce week-end, notamment avec le gouvernement, etc. On va en parler justement et en détail parce qu'il s'est passé des choses. Est-ce une stratégie? C'est la question que l'on vous pose à laquelle vous répondez. Voici le sommaire de cette émission de ce lundi 2 mars. Au sommaire de ce grand forum pour ce lundi 2 mars, tout à l'heure en fin d'émission, lecture d'un beau poème écrit par Ziad Medouk qui sera lu tout à l'heure en direct pour finir cette émission par Samia Chiki. Côté municipal, aujourd'hui, nous nous rendons à Cergy pour accueillir Mathieu Bourda, qui est candidat donc à Cergy. Ancien président d'un club de football, fondateur de l'association Un pont vers la culture, Monsieur Kamel Ekera sera avec nous dans les rendez-vous d'Anna pour parler du but de son association qu'il a créé depuis 10 ans et de ce fabuleux projet d'instaurer un programme culturel pour accompagner les jeunes sportifs dans les banlieues. Le sujet à la une aujourd'hui, réforme des retraites samedi. Édouard Philippe, le Premier ministre, a annoncé recourir au 49.3 en plein crise du coronavirus alors que les rassemblements sont interdits pour endiguer l'épidémie. Est-il selon vous stratégique? On en parle dans un instant avec Rudy Kazi. Vous répondez à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2 en nous appelant au 01 40 33 9000. Nous sommes, mon cher Rudy, amis auditrices, auditeurs, le 2 mars. Que s'est-il passé à 2 mars? Quelques événements. En 1825, tiens, par exemple, un séisme qui tue pas moins de 7000 personnes. Ça s'est passé à Blida, en Algérie, Rudy. Voilà. Ouais, gros séisme. Hein. En 1955, l'Égypte et la Syrie signent une alliance défensive. Et puis, sachez-le, en 1956, c'est la déclaration d'indépendance du Maroc. Jusqu'alors sous la domination française. Sous protectorat. Voilà, 1956. Donc l'indépendance du Maroc. À tous les Marocains bien sûr. Et puis une disparition côté artiste. Et quand même, c'est un grand artiste. On le surnommait l'homme à la tête de chou. Tu vois de qui je veux parler? Non. Ah ouais? Non, je vois pas. 1991, disparition de Monsieur Serge Gainsbourg à l'âge de 62 ans, messieurs, dames. Comme ça, d'accord. Serge Gainsbourg qui était, vous le savez, chanteur, auteur, interprète, compositeur, mais aussi metteur en scène. Je suis venu te dire que je m'en vais. Toute notre enfance. Ah ouais, c'est clair. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Fallait nous mettre l'été indien. Tu suffoques, tu C'est pas dans Ça ce nous aurait pays, changé l'été le indien. climat. que ce n'est pas C'est Jodassin, l'été indien. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu as jamais Rudy Kazi et les classiques de la chanson française. te dire que je m'en vais. Plein d'images, mais il manque les noms. Ouais. En tout cas, voilà, Gainsbourg qui avait, vous vous en souvenez, brûlé ce fameux un billet de 500 francs dans l'émission 7 sur 7. Pascal à l'époque. C'était ça, 7 sur 7 chez Anne Sinclair. Ouais. Comme dit si bien Qui passait le dimanche à 19h. C'est ça. Ouais. On s'en souvient, t'as vu? Les grands classiques de la télé quand même, tu vois. Bah oui, attends. C'était en même temps, je crois que c'était une des rares émissions politiques à la télé. Hein. Tu te souviens du jour Ouais. Et puis surtout le week-end. Ouais. Le week-end, dimanche soir, voilà. Gros invités politiques à chaque fois. Voilà pour les quelques événements que j'avais à vous énoncer pour aujourd'hui sur France Maghreb 2. Mon cher Rudy Kazi, on va parler dans un instant de ce qui s'est passé ce week-end. Alors d'abord, grosse psychose autour du coronavirus, grosse panique générale, le salon de l'agriculture qui ferme plus tôt que prévu, annulation de concerts en pagaille. Et le coronavirus qui d'ailleurs a fait 2 nouveaux morts aujourd'hui avec des cas notamment. Dans l'Oise absolument, qui est un gros foyer où se concentrent beaucoup de personnes atteintes de ce virus du coronavirus. Et Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a annoncé recourir au 49.3
pour mettre fin au débat de l'Assemblée nationale qui avait lieu depuis quelques jours maintenant, qui était, c'est vrai, pas beaucoup avancé. On avait étudié, je crois, quelques articles en beaucoup d'heures. Eh bien, Édouard Philippe a trouvé la parade. 49.3, il l'a utilisé, ça y est, pour mettre fin à cette loi, à cette bataille autour de cette loi, autour du coronavirus. Est-ce une stratégie ? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2, en nous appelant dans un instant 01 40 33 9000. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous, avec Rudy Kazi, avec vous, chers amis auditrices, auditeurs. Et on va évidemment parler de ce qui s'est passé, mon cher Rudy, ce week-end, avec donc ce fameux 49.3 qui a été dégainé par le gouvernement, par Édouard Philippe, donc, et cette question que l'on vous pose en pleine crise du coronavirus, est-ce une stratégie de la part du gouvernement, de la part d'Édouard Philippe pour dégainer justement ce fameux 49.3? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez. Vous êtes 89% à dire que oui. C'est même plus que stratégique, c'est antidémocratique, nous dit cet auditeur sur Facebook. Vous pouvez évidemment commenter sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Quelle est ton analyse, mon cher Rudy, sur cette situation, en rappelant que les auditeurs peuvent donner leur avis au 01 40 33 9000? Bah écoute, effectivement, la manœuvre, elle est assez on s'interroge, quoi. On est assez interloqué par la manœuvre de faire passer effectivement ce 49.3. Je le rappelle, donc en soirée, un samedi, devant donc une assemblée assez vide, mais avec quand même une représentation de l'opposition, avec les Républicains qui étaient là, avec quelques député de la France Insoumise, mais bon, on s'y attendait. Faut quand même remonter au fait que pendant les grandes manifestations syndicales contre le projet de réforme des retraites, lorsque effectivement le gouvernement avait choisi de rester sur sa ligne et qu'il avait commencé en fait à revenir sur la table des discussions avec les syndicats, notamment la CFDT qui avait rejoint en fait les on va dire les propositions d'arrangement que le gouvernement avait mis en place, Édouard Philippe avait annoncé que il mènerait en fait une conférence des finances au travers de laquelle, s'il ne trouvait pas d'accord, il pourrait opter en fait par une gouvernance en fait comment on appelle ça, voilà, là j'ai un trou de mémoire. Enfin bref. Et donc, partant de ce point de vue, on savait que le gouvernement était capable en fait de passer en force en fait. Donc voilà, là on n'est pas surpris. Je crois que là on en est au 87e recours. Même là, ce sera 88e recours au 49.3. Et quelle meilleure façon de le faire que d'attendre en fait le week-end en pleine crise du coronavirus pour opter pour ce moyen qui n'est pas antidémocratique. Là, je m'inscris en faux par rapport à ce que la personne a dit en fait, parce que c'est la Constitution qui le prévoit. D'ailleurs, quand on dit 49.3, il s'agit du 49e article de la Constitution, alinéa 3. Qui effectivement prévoit que dans le cadre d'un projet de loi, notamment qui va toucher à la finance et au financement de la sécurité sociale, donc le gouvernement peut engager en fait sa responsabilité. C'est-à-dire que lorsqu'il fait face à une opposition relative, elle est plus que relative, puisque 41 000 amendements avaient été déposés donc par la France Insoumise et pas que, mais d'autres partis aussi. Donc il y a effectivement une difficulté pour pouvoir faire passer ce projet de loi. Donc forcément, il recourt au 49.3 et donc ce 49.3 prévoit cette possibilité en fait. Donc maintenant après derrière la procédure c'est quoi? C'est que sous 24 heures il y a une motion de censure qui peut être posée. Mais la réalité c'est que la motion de censure, pour qu'elle puisse passer donc 48 heures après, il faut qu'elle soit votée par 1/10 des 577 députés, ce qui revient à 58 58 députés. Et en plus, il faut que tout le monde soit à l'Assemblée pour que 1/10 des députés puissent la voter. C'est vraiment le cas de figure qui est quasiment impossible en fait. Donc voilà, je rappelle que ce 49.3 il existe aussi. Pourquoi? Parce que il y a le 49.1 qui lui effectivement permet à l'Assemblée nationale de faire une motion de censure lorsque le président, le Premier ministre engage la responsabilité du président, notamment lorsqu'il présente son programme, en général juste après les élections présidentielles. Donc en réalité,
si effectivement le gouvernement peut être mis en difficulté par rapport au 49.1, en fait le 49.3 lui permet en fait de s'en dégager, de se sortir de cette situation. Donc le procédé n'est pas antidémocratique, sauf qu'en réalité on se rend compte que le gouvernement en fait il est pas responsable, parce qu'en fait dans la Constitution on dit que le gouvernement est responsable en fait devant le Parlement, ce qu'on appelle en fait un régime de type moniste en fait. Voilà, donc en fait le gouvernement est responsable devant l'Assemblée si on se dit dans un régime parlementaire. Mais la réalité c'est que le gouvernement est capable de passer en force. Donc elle est où la responsabilité? Voilà, donc le procédé n'est pas antidémocratique, mais en réalité le contrepoids que peut représenter l'Assemblée nationale, notamment sur un projet de retraite que je rappelle que la population française, notamment au travers des sondages, a appelé en fait le président de la République à retirer ce projet de loi. Le Conseil d'État s'est montré défavorable sur certains aspects de la loi. Donc le gouvernement passe quand même en force et il n'y a aucun contrepoids qui permet de l'arrêter. Et voilà, c'est comme si en fait on a validé dans la Constitution, je dirais pas un déni de démocratie, mais quand même peu de possibilités à ce que la représentation publique puisse se contrer un projet de loi qu'elle-même pense néfaste pour son avenir. Et là on parle des retraites et même de la retraite des jeunes, quoi. Alors, Rudy, comment fait-on justement pour essayer de mettre fin, parce qu'on voyait que ça partait vraiment dans tous les sens, et surtout que les amendements qui, je le rappelle, ont été au nombre de près de 40 000, plus de 40 000 en tout cas. Comment on met fin à cela? Est-ce que c'était pas une solution aussi de dire là c'est tout, on peut plus, c'est bloqué, c'est le moyen qui reste au gouvernement de pouvoir avancer? En fait, là, je remarque même que tu as un des députés de la France Insoumise, de la République En Marche, qui a démissionné, qui a quitté la République En Marche. Bon, après, il s'est engagé sur les municipales, donc on va savoir si réellement c'est pas intéressé. Mais en fait, il s'est dit outré par cette décision, donc de passer en force, et en même temps dégoûté parce que lorsqu'on est capable de mettre 41 000 amendements, c'est vrai qu'en fait la France Insoumise finalement en fait c'est le relais des syndicats les plus fervents contre ce projet de loi, mais sur la dimension politique. Mais c'est vrai que lorsqu'on met 41 000 amendements, finalement en fait on crée pas le débat en fait. Parce qu'en fait, les amendements vont amener à des discussions à l'Assemblée nationale, qui va revenir en fait à discuter sur des mots en fait, des termes en fait qu'on a juste changés et sur lesquels donc les commissions vont devoir se réunir. Donc ça fait un travail interminable. Donc en réalité, c'est juste de la nuisance et c'est pas du débat. Je dis pas en fait que je suis contre ou pour les amendements que la France Insoumise a fait voter, enfin en tout cas a ajouté à ce projet de loi, mais la réalité, c'est que ça fait pas du tout avancer le débat. Donc, on a un gouvernement qui veut passer en force, et de l'autre côté, on a des députés qui ne savent pas ouvrir le débat. Donc, en fait, on n'est plus dans un déni de démocratie. En réalité, on est dans un bordel démocratique. En réalité, c'est parce qu'il n'y a pas de bonne volonté au milieu de tout ça. Chacun, en fait, veut faire prévaloir sa volonté sans discuter pour que chacun puisse trouver y trouver son compte. Donc, c'est ça qui est problématique dans cette affaire aussi. Alors, vos appels au 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis sur le sujet. Est-ce une stratégie de la part du gouvernement pour justement avoir dégainé ce fameux 49.3 à cette période précise? Alors ce matin, Laurent Berger, qui était l'invité d'Europe 1, disait de ne pas avoir été au courant, ni consulté, ni informé, et s'étonnait un petit peu du timing. Donc choisi par le Premier ministre en pleine crise du coronavirus. Le timing, pour le coup, Rudy, est important là. Ah mais carrément, carrément, les gens sont paniqués. Alors en plus, tu vois, ce qu'il faut quand même dire par rapport au coronavirus, c'est que on entretient la panique par les médias. Et les politiques, notamment le gouvernement, entretient en fait l'opacité, la transparence par en fait un manque d'information. Donc du coup, ça va relancer tout ce qui est théorie du complot, puisque les gens ne se sentant pas suffisamment informés par le gouvernement vont aller sur Internet et vont trouver des informations qui peuvent être contradictoires, voire peut-être certaines vraies, si tant est qu'on considère réellement que le gouvernement ne communique pas. Donc forcément, les gens ont les yeux et l'esprit complètement obnubilés par le coronavirus, donc ils ne regardent plus ce qui se passe au niveau des retraites. Et moi je dis qu'il faut faire attention, parce que autant ce projet des retraites, il va passer parce que 49.3 oblige, même s'il y a une motion de censure, comme je l'ai dit tout à l'heure, les conditions pour réunir l'effectivité de la motion de censure est peu probable. Donc du coup, ce projet de loi va passer, mais après il y a d'autres projets de loi qui vont arriver. Et je rappelle que le 49.3,
il peut être effectivement saisi pour des questions liées au financement et au financement de la sécurité sociale. Or, qu'est-ce qui arrive dans quelques mois? Une réforme sur la sécurité sociale. Donc, on n'est pas à l'abri que le 49.3 revienne, d'autant plus que tous les gouvernements en fait le font. Sous Hollande, le 49.3 a été utilisé à plus de 4 reprises, loi El Khomri, etc. La loi d'Emmanuel Macron. Sous Sarkozy, le 49.3 avait été utilisé. Sous Chirac, même Villepin l'avait utilisé, il me semble, pour le CPE. Enfin, chaque gouvernement le fait, et à chaque fois il parle d'un déni de démocratie. J'ai lu la droite, en l'occurrence les Républicains, parler d'un déni de démocratie, alors qu'eux-mêmes ils l'ont utilisé à plusieurs reprises. Donc à un moment donné, faut arrêter. Ce qu'il faut, c'est restaurer un vrai débat de fond. Mais comment le faire, puisque la société se clive de plus en plus et les politiques eux-mêmes rentrent dans ce jeu de clivage, si tant est qu'ils ne l'alimentent pas eux-mêmes. Et aujourd'hui, on a des gens qui sont dans la rue. Enfin, le soir du 49.3, quand même, il y avait des centaines de personnes, voire peut-être, je sais pas, peut-être moins de 1000 personnes qui ont manifesté devant l'Assemblée nationale pour demander le retrait de ce 49.3. Donc on voit que le clivage continue et chacun de son côté, les manifestations vont continuer, et le gouvernement va rester arc-bouté sur ses projets. Vos appels 01 40 33 9000, évidemment, vous continuez de voter, de répondre à cette question sur Facebook, France Maghreb 2, sur Twitter, le grand forum FM2. Est-ce stratégique que d'avoir dégainé le fameux 49.3 maintenant? C'était samedi, le Premier ministre. D'ailleurs, il y a eu quelques manifestations qui ont été organisées devant l'Assemblée nationale. Et il y avait, a priori, en croire la vidéo qui a été tournée par notre ami Bouriaki, qui était sur place à l'Assemblée nationale samedi soir, dès que l'annonce en a été faite, il y avait un tel dispositif policier, Rudy, c'était assez impressionnant. Ouais. On avait l'impression que Paris était en état de siège. Ouais, j'ai vu aussi les vidéos de Brut, Tribu-Buzine, etc. En fait, c'était ordonnance, pardon. Je voulais rappeler en fait que Édouard Philippe avait annoncé, voire menacé, qu'il allait procéder par ordonnance s'il trouvait pas un terrain d'entente avec les syndicats sur le financement du projet de retraite. Désolé pour le petit lapsus, la petite bourde, pardon. Très bien, vos appels 01 40 33 9000 évidemment pour nous appeler et pour prendre part à la discussion. Quelle est votre analyse sur justement d'avoir maintenant lancé le fameux 49.3 pour mettre fin à cette loi, à cette réforme retraite. Et finalement, quand on pense à ces 50 jours de grève, on se dit tout ça pour rien quoi. C'est d'habitude quand on fait une grève, on obtient un petit peu de trucs, à tant soit peu. Là, rien, c'est-à-dire absolument rien du tout. Franchement, tout a été perdu et c'est même peut-être à croire d'ailleurs que l'âge pivot risquerait de revenir parce que on n'a pas de détails évidemment sur la chose qui arrive sur l'âge pivot, qui, je le rappelle, a été non pas annulé mais reporté. Voilà, c'est très important sur les termes. Ça va forcément revenir. Dans un instant, on est de retour avec vos appels 01 40 33 9000. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous. Avec dans quelques minutes les rendez-vous d'Anna. On va découvrir un personnage que tu connais, mon cher Rudy, d'ailleurs. Ouais, absolument. Qui est arrivé avec nous là. Dans un instant, Kamel Karak sera avec nous dans un instant sur France Maghreb 2 pour parler de son association. Et qui, j'en suis sûr, une association qui te parle en plus. Ouais. Absolument. Et puis Kamel est un homme très très actif, qui est compétent sur beaucoup de fronts, une personne que j'aime beaucoup. C'est un ami. On m'a dit que c'était un supporter de Marseille, c'est vrai? Ouais, c'est un de nos points de désaccord, mais bon, tu sais que l'amitié est capable de mettre de côté les conflits, donc. Ouais. Bon, on va régler ça tout à l'heure. Vos appels 01 40 33 9000, les amis. On parle évidemment de ce qui s'est passé ce week-end. On parle du 49.3 que le gouvernement a dégainé ce week-end, vous le savez, samedi soir, en pleine bataille autour de cette réforme des lois retraites à l'Assemblée nationale. Est-ce que finalement, Rudy, avant d'accueillir notre auditeur, est-ce que finalement ça arrange pas un petit peu Jean-Luc Mélenchon cette histoire, non? Bah oui, bien sûr, parce que ça lui permet de se mettre en lumière et au moment d'aborder les municipales, de se poser comme l'élément, on va dire, central de l'opposition, sachant qu'il avait connu une sacrée perte de vitesse au moment le plus fort des Gilets jaunes, puisqu'il y avait une bataille quand même de pouvoir récupérer entre guillemets ce mouvement, un mouvement qui finalement n'a été récupéré par personne, ni même enfin, quoique les syndicats ont récupéré un petit peu le mouvement, puisque il y a beaucoup de renforts des Gilets jaunes lors des manifestations des syndicats, mais c'est l'occasion effectivement pour Jean-Luc Mélenchon de briller. Je dirais qu'en fait, il y a une organisation. En fait, les syndicats, eux, ils battent le pavé.
et ils sont dans le, si tu veux, dans le rapport direct avec le gouvernement, notamment sur tout ce qui va être lié aux actes de gouvernement, comme je parlais tout à l'heure des ordonnances. Ça veut dire en fait que les syndicats, eux, ils peuvent peser sur la politique du gouvernement par les tractations, les négociations et effectivement par la rue, qui fait peur, qui fait reculer. On se rappelle que malgré que le 49.3 était passé sous De Villepin pour le CPE. À cause des manifestations, il avait été retiré, le 49.3 à l'époque. Enfin, le CPE, pardon, il avait été retiré. CPE, Voilà. Donc, effectivement, tout n'est pas perdu. Et donc, Mélenchon, lui, si tu veux, c'est le bras législatif des syndicats. Donc les syndicats, ils sont plutôt sur le côté politique, et Mélenchon et la France Insoumise sont plutôt sur le côté législatif. C'est pour ça que c'est eux qui sont allés au front, principalement pour les amendements qui étaient censés faire capoter le projet de loi de réforme contre les retraites. Donc voilà, on en est aujourd'hui. C'est opportun pour lui par rapport aux élections municipales, parce qu'ils veulent gagner le maximum de sièges, et ils partent pas forcément favoris. Il y a qu'à voir les sondages, même sur une ville sur Paris, c'est assez compliqué, qui est plutôt une ville de gauche. Voilà, à Paris, ils vont plutôt jouer les réserves de voix pour la gauche, Bon. Vos appels 01 40 33 9000, évidemment, on parle de ce 49.3 que le gouvernement a dégainé, c'était ce week-end, samedi soir. Est-ce pour vous une stratégie de Édouard Philippe, de Emmanuel Macron, de le faire maintenant avant les municipales? Est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied, mon cher Rudy? C'est compliqué en fait pour la République en marche, parce que en fait toutes les cartes sont redistribuées. Il y a 6 ans, les municipales ont été largement gagnées par la droite, parce qu'il y avait aussi un vote sanction par rapport à François Hollande à l'époque. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible qu'il y ait à nouveau un vote sanction vis-à-vis du gouvernement? Je dirais que pour que la République en marche puisse perdre les élections municipales, il n'y a même pas besoin d'un vote sanction par rapport au gouvernement. C'est que la République en marche est un tout jeune parti. Ils n'ont pas un réseau étendu de maires et de conseillers municipaux, d'adjoints aux maires et de conseillers municipaux. Donc ils partent déjà avec un handicap, avec en plus cette histoire donc de 49.3. Franchement, effectivement, c'est se tirer une balle dans le pied. Maintenant, il y a quand même des petites rumeurs qui sortent, à savoir par rapport aux procédures de confinement du coronavirus, qui pourraient pousser éventuellement les élections municipales à être reportées. Ce qui pourrait profiter peut-être à la République en marche, et encore je vois pas comment, parce que vu l'état du pays, vu l'état de mécontentement, franchement si c'était reporté à 3-4 mois plus tard, ça changerait pas grand-chose. Ouais. En tout cas, on en parle avec vous, 01 40 33 9000 sur Facebook. Vous êtes, je rappelle, 89% à nous dire oui, c'est stratégique que d'avoir dégainé ce 49.3 maintenant en pleine crise du coronavirus. Aujourd'hui, tu l'as vu, Rudy. Ouais. Ça y est, on a tous notre hydroalcoolique à portée de nous. On nous recommande de ne plus faire la bise, plus de serrage de main, plus de contact, évidemment. Rien du tout. Ça y est, la France est en quasi quarantaine. Par contre, ils acceptent qu'il y ait des rassemblements, soi-disant de plus de 5000 personnes. Alors, comment est-ce qu'on va comptabiliser s'il y a 4500 personnes? Hier soir, il y avait un match, Lyon-Saint-Etienne, par exemple. Voilà, ils ont accepté qu'il y ait des matchs qui soient organisés. En Ligue des Champions, il va à nouveau avoir des matchs. T'as le tournoi destination qui ne sont pas annulés. Par contre, t'as un marathon qui a été annulé. Alors, est-ce qu'un marathon est plus risqué que les rencontres qu'il peut y avoir dans les stades? Moi, je vois pas en quoi, parce que effectivement, dans les marathons, tu peux courir, tousser, glousser sur les gens, mais en match, c'est pareil, tu sautes, tu cries, but, pas but, t'insultes l'arbitre, etc. Ça n'y rien comprendre, quoi. Mais je pense plutôt qu'il y a une donnée financière qui pousse certaines organisations donc d'événements, de rassemblements à se faire au détriment d'autres, moi je pense. Bon, en tout cas, c'est vrai que ça devient quand même une espèce de psycho générale, et des recommandations à ne plus finir, et un bilan aussi qui s'alourdit, cher Rudy, aujourd'hui, avec de nouveaux décès, je crois, enregistrés en France, et des contaminés et des porteurs de ce virus donc qui ne cesse d'augmenter. Et à tel point que une question revient et fait surface en ce moment. Il est possible, même bien que ce soit très compliqué, que les élections municipales soient reportées. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Pourquoi ? Parce que ça va déplacer énormément de personnes, que ces personnes vont toucher en fait les mêmes ustensiles, le même matériel dans les bureaux de vote, etc. Il va y avoir des personnes fébriles, des personnes âgées qui, en tout cas celles qui peuvent se déplacer, vont malheureusement pouvoir entrer en contact avec des personnes qui peuvent être malades. Et on sait que ce sont les populations les plus fragiles face au coronavirus. La plupart des personnes qui sont décédées sont des personnes âgées ou des personnes qui avaient de faibles défenses immunitaires, ce qui est souvent le cas en fait des enfants. Donc, mais je m'imagine pas en fait que les élections municipales soient reportées. C'est possible, mais honnêtement, je n'y crois pas. Pourquoi ? Parce que ça créerait en fait, ça augmenterait le sentiment d'anxiété et de peur. Et on pourrait en fait aller vers une forme en fait de crise politique. Pourquoi ? Parce que les élections municipales relèvent quand même en fait de l'institution. Or, la Constitution par exemple dit que le président de la République est le garant de la continuité donc des institutions. Donc si par exemple on supprime, si on reporte les élections municipales, finalement c'est la continuité de des institutions françaises, du fonctionnement des institutions qui va être un peu remis en parenthèse, et ça va pas aller dans le sens en fait donc de rassurer la population. Moi je ne pense pas que le gouvernement ira jusqu'à déplacer les élections municipales. Par contre on n'est pas à l'abri que au travers des élections municipales qu'il y ait une augmentation des foyers quoi en fait, et peut-être même que ça va pouvoir jouer aussi malheureusement sur tout ce qui est abstention ou bien vote par procuration. Et peut-être justement que c'est voulu, hein, c'est-à-dire le fait qu'on reporte les élections municipales. Je sais pas, j'ai pas envie de tomber dans le théorie du complot là. Évidemment, mais voilà. On se pose des questions quand même, les amis. Je sais pas. On verra en tout cas en attendant. C'est bien que ça soit, je rappelle, très compliqué de reporter les élections, municipales. Et puis les gens risquent de céder à la panique. C'est ça. Ça va pas rassurer tout le monde. Ça a déjà commencé. Tu sais que dans certains magasins, là, t'as vu notre copine Céline qui nous disait vouloir faire les courses, il y a plus rien. Il n'y a plus rien du tout dans les magasins. Il y a plus de riz, plus de pâtes, plus rien. Les gars, c'est pas la guerre, tranquille, hein. Ouais, mais alors une autre question aussi que je voulais te poser, Rudy, très importante. Est-ce que aussi cette crise que nous traversons, il y a une autre crise qui est un peu sous-jacente, c'est qui est sous-marine, on va dire. C'est point de vue économique. Là, les bourses dévissent complètement. Alors c'était prévisible. Il y avait un crack qui était annoncé pour cette année, et là ça tombe en plein de coronavirus. Comment t'expliques ça ? Bah écoute. La bourse en fait c'est un peu comme la rumeur en fait. Par exemple si t'as une mauvaise réputation, par exemple t'as un établissement qui a une mauvaise réputation, les gens vont pas venir vers toi. Bah la bourse en fait c'est pareil. Quand il y a des rumeurs ou quand les gages en fait de confiance sur la santé financière d'une entreprise sont atteints, eh bien en fait le cours de la bourse baisse tout simplement. Donc ça s'est passé en Chine et je crois qu'ils ont perdu quelques millions, et il se trouve que le gouvernement était déjà averti pour pouvoir injecter je sais plus, on était sur l'ordre de quelques centaines de millions donc de dollars je crois, pour réinjecter de l'économie dans la bourse. Maintenant moi ce qui m'interroge au travers de tout ça effectivement c'est tu sais, lorsque la bourse est au plus bas, ça veut dire que le cours de certaines actions de grandes entreprises baisse aussi. Donc ça veut dire que c'est un moment aussi opportun pour pouvoir racheter certaines actions en attendant que la bourse redémarre et que tu aies une flambée de tes actions que tu vas pouvoir revendre un peu plus cher, etc. Donc je dirais pas à qui profite le crime, mais encore une fois, à chaque fois qu'il y a des crises, les personnes finalement qui s'en sortent le mieux, ce sont pas les personnes, et forcément ce sont pas les personnes les plus pauvres, mais ce sont les personnes qui sont les plus riches et qui perdent beaucoup d'argent, mais qui des fois en gagnent 2 fois plus après les crises économiques. Donc bon, voilà, bizarrement, faudra, je vais pas moi aussi céder à la théorie du complot, mais voilà, c'est là quelques informations qu'on a effectivement et qu'on peut lire. Alors attention, par contre, très important, en cette période, une période un petit peu de panique générale, attention aux fake news. Ils sont très nombreuses. On est tous en train de recevoir des vidéos de témoignages de je ne sais quoi, je ne sais qui. Il faut vraiment faire extrêmement attention et ne pas céder donc à la panique et se contenter des informations qui proviennent ou qui émanent d'organismes, j'allais dire officiels ou de grande presse, parce que exactement. Là c'est vraiment, il y en a qui profitent aussi de cette période pour lancer toute une série d'informations qui peuvent
davantage, j'allais dire, entretenir le malaise qu'il y a en ce moment dans ce pays. Quoi qu'il en soit. Mais en même temps, si le gouvernement communiquait de façon un peu plus transparente, les gens... Tu trouves que la transparence n'y est pas ? En fait, quand on regarde, il y a encore la semaine dernière, je veux dire en pleine crise du il y a 2 semaines, en pleine crise du coronavirus, même si ça se passait encore en Chine, Agnès Buzyn démissionne. Alors que pourtant elle disait qu'elle était très concernée par ce qui se passait, etc. Donc on la remplace par Olivier Véran. Mais jusqu'ici, en termes de prise en compte, ne serait-ce que même en termes de communication, c'était vraiment assez aseptisé. C'était bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Et maintenant qu'il y a un gros foyer en Italie et que donc ce foyer a touché la France, là les mesures commencent à devenir un peu plus alarmistes. Moi, je trouve que c'est pas très responsable. Si on parle de pandémie à travers le monde, à ce moment, autant prévenir la France qu'on va être touché et donc commencer à mettre des mesures, soit d'avertissement, etc. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Je veux dire, en Italie, ils ont fermé des vols vers la Chine. Je dis pas en fait qu'il faut rendre les Chinois responsables de ce qui arrive. Et après, avec tout ce qu'il y a derrière, malheureusement, tout ce qui est racisme, etc. Mais il me paraît quand même, par mesure de précaution, être sage de fermer certaines lignes qui viennent de l'étranger. Voilà, ce sont des mesures qui n'ont pas du tout été prises, comme si, on n'allait pas être touché, pas impacté. En même temps, il faut pas céder à la panique. Ça reste quand même un virus qui tue pas beaucoup. Voilà, qui tue quand même un peu plus. Enfin, par rapport au taux de mortalité qui tue plus que la grippe que nous on connaît. Mais qui tue quand même moins que le SRAS qui avait frappé le monde il y a une C'était en dizaine 2003. d'années. 2003, effectivement. Mais je me souviens pas qu'il y avait une telle panique à l'époque, Rudy. C'était resté assez confiné à l'Asie en fait. C'est pour ça et les mesures que le gouvernement chinois, faut le dire, ils sont vraiment efficaces par contre. Il y avait beaucoup de critiques par rapport, tu sais, à la rétention d'informations, etc. Au final, ils ont endigué leur épidémie qui est en train de baisser, leur économie va bientôt redémarrer, etc. D'ailleurs, il y a des mesures de relance d'économie que le gouvernement avait anticipées par rapport au SRAS déjà à l'époque. Donc attention, le gouvernement chinois bosse bien. Donc maintenant, derrière, on attend de voir maintenant comment ça va se passer en France. Mais franchement, faut le dire, ça tue peu de personnes. Ouais. Ça tue peu de personnes. Bah oui, la mortalité par rapport à la grippe, par exemple, si on prenait juste cet exemple, on rappelle, c'est 10 000 morts par an en France. Exactement. Après là, ça pourrait être un peu plus, mais en fait, c'est la différence entre le taux de mortalité donc du coronavirus et celui de mortalité de la grippe qui est plus inférieur en fait pour le coronavirus. Alors quand tu dis ça, c'est vrai, on dit ouais, mais la grippe, il y a un vaccin. Et c'est moins contagieux, beaucoup moins contagieux que le coronavirus. Bon. Ouais, c'est vrai. D'accord, ok, on entend bien, mais bon, voilà. Mais il y a des personnes qui sont pas vaccinées qui ne meurent pas de la grippe. Aussi, oui, heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est vrai que le coronavirus, comme la grippe, peut être peut avoir une certaine dangerosité pour les personnes les plus fragiles. Je pense évidemment aux personnes âgées. Et les enfants en bas âge qui n'ont pas encore eu le temps de développer toute leur c'est ça. Donc pour des gens comme Rudy, comme moi, en pleine forme en plein moyen de nos possessions. Merci du compliment. Tout va bien, normalement. On est épargné normalement. Tout va bien. Ouais. Bon, je vois qu'elle rigole et ça c'est bien. Notre amie Anna Guézard-Boicaz que l'on va accueillir maintenant. On va changer de registre et vous pouvez continuer en tout cas de répondre à la question sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le grand forum FM2. Et c'est vrai qu'on se pose la question maintenant quand on croise quelqu'un, on se fait la bise, on se serre la main ou pas, parce que maintenant il y a des gens qui veulent plus. Ça y est, regarde les gens qui ont des masques. On est la psychose. Et tu vois des gens avec des masques. Ouais. Voilà. Et calmez-vous, tranquille. J'ai une amie, une chroniqueuse avec moi, qui m'a dit qu'elle a acheté hier 10 masques à 80 €. Ah ouais, 80 €. Oui. C'est des masques quoi, Zoro ou quoi? Non mais c'est des masques à gaz. Masque à gaz. La pharmacienne. Bon, allez c'est parti pour les rendez-vous d'Anna les amis. Et ça se transmet, mais c'est bon pour la santé. Le Grand Forum vous présente chaque lundi à 17h les rendez-vous d'Anna. Bonjour ma chère Anna. Bonjour Christophe. Comment ça va? Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de France Maghreb 2 dans le Grand Forum. Alors ma chère Anna, oui absolument. Alors ma chère Anna, ton invité aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est on peut le considérer comme un militant. Absolument. L'ancien président d'un club de football, fondateur de l'association Un Pan vers la Culture, Monsieur Kamel Ait Kaira, est avec nous pour parler du but de cette association qu'il a créée depuis 10 ans et de ce fabuleux projet d'instaurer un programme culturel pour accompagner les jeunes sportifs dans les banlieues. Kamel Ait Kaira, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie, Christophe. Quel est ce club de foot que vous avez dirigé, cher Kamel? Bonjour Christophe, bonjour Rudy, Kamel. enchanté. Salut, mon ami merci. Kamel. C'est le Blanc-Ménil Sport Football. Je l'ai dirigé pendant 10 ans. Ouais, très bien. Qui s'en est plutôt pas mal sorti, hein, Blanc-Ménil à l'époque. Ah oui, c'est un gros club. On est, bon, je dis on est, mais je suis plus encore président, mais c'est le cœur qui parle. Hein, c'est le club de ma ville. Il y a 1200 licenciés. On a le niveau, c'est National 3. Non, c'est un gros club de la région parisienne et de l'Île-de-France, et on est vraiment beaucoup découvert de joueurs, beaucoup de joueurs qui sont devenus professionnels. Ça commence de l'âge de 4 ans jusqu'aux vétérans. On a des équipes féminines. Non, c'est un gros club de la région parisienne. 1200 licenciés, c'est énorme. Kamel, tu t'es perdu sur une autre radio, paraît-il? C'est-à-dire? Je sais pas, il paraît que tu officies dans une émission de sport sur une autre radio. Oui. Ah oui, bien sûr. Sur plusieurs radios d'ailleurs. Oui, j'officie sur. Je peux citer, il n'y a pas de problème. Bon, oui, pas de problème. Nos amis de Beurre FM. Beurre FM sur Time Sport, et un coucou à notre ami Bilal. Voilà, que je salue, Bilal. Et aussi sur IRM.radio dans le shot des cultures. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Hein. Et Inside Food. Alors, Inside Food, il est un peu partout, Kamel. C'est une célébrité quand même. Kamel, le projet Un pan vers la culture. Oui. Comment est né? Alors, Comment est-il né? Alors moi, c'est vraiment quelque chose. Moi, la culture, c'est vraiment quelque chose qui j'ai baigné dedans, hein, par le biais de ma vie, et j'ai fait la même chose pour mes enfants. Et c'est vrai qu'en banlieue, en banlieue, moi, parce que j'ai été président d'association, etc. C'est le fait que nos jeunes de banlieue, le terme, je le dis, c'est on leur interdise la facilité à la culture. Et pour moi, la culture, c'est primordial. Est-ce que tu penses que ne pas donner l'accès à la culture aux jeunes de banlieue est volontaire? Pour moi, oui, c'est volontaire, parce que c'est une politique globale, c'est-à-dire que on sait très bien que dans les grandes écoles, HEC, Polytechnique, etc., la base, c'est la culture générale. C'est souvent ce qui fait la différence. C'est-à-dire qu'un enfant de banlieue, il va intégrer une école Sciences Po, etc., parce qu'il a le niveau au niveau intellectuel. Là où ça fait grand défaut, c'est la culture générale, parce que les jeunes de Paris, etc., qui vont, ils ont vraiment un socle de culture générale incroyable. Donc, et souvent, c'est ce qui fait la différence. Et c'est ce qui amène entre guillemets à l'échec de nos enfants. Mais c'est fait exprès, parce que il y a ce qu'on appelle la carte scolaire, hein. Tu vas dans l'école où tu habites, donc il n'y a pas de mixité. Donc moi, j'ai voulu quand j'ai été président de club, je me suis dit je vais mettre en place un projet. Donc j'ai travaillé dessus pendant plus de 2-3 ans, et comment mettre en place allier la culture et le sport. Donc pendant les vacances scolaires, j'ai décidé de faire des stages de foot, parce que les enfants, le club était fermé, donc j'ai rouvert pendant les vacances scolaires. Et donc c'est des stages de 5 jours avec une journée obligatoire culture. Donc vraiment avant de parler du projet même, avant de nous expliquer quel est ce projet, pourquoi tu as choisi de défendre ce projet-là spécialement et pas d'autres? Parce qu'on sait que en banlieue, il y a tellement de choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire et à refaire, hein. Mais pourquoi tu as choisi ce projet? Parce que pour moi, c'est la culture, c'est l'essence de tout. C'est-à-dire que la culture, c'est lire des livres, c'est avoir un langage châtié, apprendre convenablement entre guillemets le français, c'est avoir lors de joutes oratoires discuter. On peut quand on est cultivé, qu'on vienne de banlieue ou ailleurs, on peut se fondre dans tous les milieux, et c'est un atout. Et souvent, ce qu'on reproche à nos jeunes, c'est leur langage, la façon dont ils parlent. C'est ça qui est important, parce que quand vous maîtrisez la parole, quand vous maîtrisez tout en fin de compte. Et par exemple, ne serait-ce qu'un truc tout bête, quand ils vont faire des entretiens d'embauche, c'est important de maîtriser la langue française, d'avoir un langage châtié, et tout ça, ça passe par la culture. Et pourquoi tu as choisi de l'associer au sport? Pourquoi culture et sport? Parce que souvent on fait, nos enfants. Disons que le sport, le football, c'est là où on trouve en banlieue parisienne le maximum d'enfants. Bon, il y a des associations, etc. Mais là, on trouve le maximum d'enfants. Donc, moi, le club dont j'étais président, c'était 1200 enfants. Donc là, on pouvait voir large et toucher un maximum. Parce que quand vous faites une association, etc., bon, vous allez toucher, mais c'est pas 1200, on peut pas. Et là, on les a au quotidien. Donc, ça veut dire qu'on peut travailler tous les jours avec eux sur des projets, on les a sous la main, etc. Donc, c'est pour ça que je me suis dit,
C'est pas facile, parce que on m'a souvent dit, Kamel, président, et que ça soit ça soit au niveau municipal, etc. C'est pas le travail d'un président de club de football d'emmener les enfants au musée, à l'opéra, etc. Donc je me suis battu. Ça a été dur parfois de l'imposer. Même les enfants et même les parents, ils se posaient des questions et ils m'ont pris pour un extraterrestre. Parce que comment ça, nos enfants, ils sont là pour jouer au football, ils sont pas allés là pour voir une pièce de Shakespeare ou du Molière, etc. Mais j'ai insisté parce que pour moi, c'est respecter les enfants, de leur ouvrir. On ouvre, comme disait, si je dis pas de bêtises, Rudy, c'est Victor Hugo qui disait ça. On ouvre une bibliothèque, on ferme une prison, c'est ça. Pourquoi tu poses la question, Rudy? C'est pareil. Excuse-moi, non, parce qu'il était à côté. Moi, Rudy, attends, Rudy, est-ce que c'est Victor Hugo? Tu confirmes? Il me semble oui, c'est Victor Hugo. C'est bien Victor Hugo. Mais dis-moi. Kamel, là, tu associes la culture et le sport, etc. On parle de sportifs. Je voudrais savoir, d'après toi, est-ce que les sportifs en général, surtout les joueurs de football, puisque tu associes ton projet au football, oui. Est-ce que les joueurs du football aujourd'hui auraient dû suivre ce genre de programme? Est-ce que tu penses oui. Est-ce qu'ils ont un manque quelque part? C'est pas le fait qu'ils. Oui, ils ont un manque. Tu as raison, Anna, mais parce qu'on voit comment ils s'expriment, les déclarations qu'ils font. Oui, mais parce qu'on leur donne pas, on n'aura pas donné l'opportunité. Ça veut dire en centre de formation, on décide qu'ils fassent que du football, c'est tout. Ils sont pas là pour apprendre du Shakespeare, pour apprendre du Molière, pour lire des livres, etc. Donc à la limite, ils sont victimes de ça, parce que la culture, on sait très bien que ça se transmet. Je veux dire, demain, toi, Anna, tu as, sans vouloir rentrer dans ta vie privée, tu as un enfant, tu vas l'emmener, c'est toi qui vas décider de l'emmener au théâtre, de l'emmener voir des spectacles. Donc tu vas cultiver, entre guillemets, sa culture. Mais d'après toi, est-ce que les parents d'enfants de banlieue, est-ce qu'ils ont leur part de responsabilité? Non, moi je pense pas, parce qu'ils ont autre chose à faire, c'est de la survie en banlieue. Donc t'as pas le temps de te poser la question d'emmener ton fils à. Non, mais en même temps, il y a des musées qui sont ouverts une fois par mois, c'est gratuit. En été, il y a beaucoup de musées gratuits. C'est-à-dire le gouvernement a mis en place quelques facilités. Ouais, mais c'est moi je trouve que je trouve faciliter l'accès à la culture. C'est hypocrite, parce que moi j'ai vécu dans un milieu professionnel très 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 aisé. Et puis juste pour pas que j'oublie mon idée, même dans les écoles, en maternelle, ils emmènent. Il y a un programme culturel pour accompagner les enfants. C'est-à-dire en maternelle, ils les emmènent pour pour assister à des pièces de théâtre ou découvrir des musées, château de Versailles, des choses comme ça. Oui, mais après, c'est vrai, sur ça, il n'y a pas de problème. L'éducation nationale fait ce qu'elle peut. Mais c'est pas le rôle de l'éducation nationale, par exemple, ils vont faire 2 sorties par année. Donc, en 2 sorties par année, tu maîtrises pas la culture. Je veux dire, ils ont pas, c'est pas l'objectif. Voilà, tandis que si toi, tes parents, tu maîtrises l'emploi du temps, tu peux emmener 2-3 fois ton enfant au théâtre, au musée, peu importe, même à la bibliothèque de ta ville, etc. Lui donner goût à la lecture, parce que la culture, c'est l'ouverture d'esprit. C'est aussi simple que ça. Pour moi, la culture, c'est emmener un enfant au théâtre. Moi, ce que je veux, c'est l'emmener une fois et qu'il y aille après tout seul. Tu vois comment je veux dire? Comme ça soit à l'opéra, etc. Et moi, je me suis servi de ça. Et c'était imposé, ça veut dire. Et de quoi? Parle-nous de ton projet. Tu proposes quoi à ces enfants? Comme ça va être plus clair pour les auditeurs et ceux qui nous suivent depuis le live sur la page Christophe, le Grand Forum sur Facebook. Alors moi, on a travaillé dessus avec une collaboratrice qui s'appelle Nora Kima, et je lui fais un coucou. C'est vraiment, entre guillemets, je devrais pas dire ça, c'est la vraie culture. C'est-à-dire que moi, je vais pas les emmener au cinéma de la ville de Blanc-Ménil. Ça m'intéresse pas. Parce qu'ils peuvent y aller tout seuls, c'est à côté. Moi, ce que je veux leur faire découvrir, musée d'Orsay. On les a emmenés à l'opéra. On a emmené des enfants de 15 ans, des U15 de banlieue parisienne. Ils ont assisté à un opéra de 4 heures. Et comment ils réagissent? Ils aiment. Eh ben, sincèrement, au début, comme tout le monde, quand la nouveauté, on découvre, mais ils adorent. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on nous fait croire que les enfants de banlieue n'aiment pas l'opéra, n'aiment pas les pièces de théâtre classiques, n'aiment pas la culture, pour tolérer. Mais ils avaient, entre guillemets, une culture moyenne, mais ils adorent. Parce que pourquoi? Parce que on les emmène dans un autre monde et ils découvrent un autre monde. Donc je veux dire, et je suis désolé, nos enfants, un enfant qui soit de banlieue, du 16e, etc., il découvre les choses, il a envie, il aime les choses. Vous l'emmenez dans un musée, il va, et puis moi ce que j'ai senti en banlieue, c'est l'agression visuelle. Un enfant de banlieue, il est entouré que de gris et de béton. Je veux dire, quand tu vas dans un musée, c'est magnifique.
Alors quand tu vas dans un opéra, même à la limite si t'aimes pas l'opéra, tu regardes l'opéra Garnier, etc. Tu regardes l'opéra, tu regardes, il y a des théâtres, ils sont magnifiques. C'est magnifique. Là, je suis allé voir Les Misérables, on est avec mon ami qui est président de Montfermeil, au Luxor. Le cinéma Luxor, bon je connaissais, mais demain vous emmenez des enfants, mais le cinéma il est magnifique, vous voyez. Donc c'est surtout leur ouvrir les yeux sur toi. Donc musée d'Orsay, on a fait visite des châteaux de Versailles, on a fait tous les musées parisiens, musée du Louvre. Et là où on est allé plus loin avec ma collaboratrice, c'est que on s'est adapté à leur programme scolaire. C'est-à-dire, on les emmenait, par exemple, au musée du Louvre. S'ils étudiaient l'Égypte, on les emmenait dans le truc. Et encore on a été encore plus loin, c'est que moi j'ai appris, tu peux rentrer, sortir d'un musée, excusez-moi l'expression, aussi bête que tu es rentré. Hein, genre, tu vas regarder une exposition sur l'art abstrait, tu peux regarder les tableaux pendant 4 heures, si tu n'as pas la maîtrise, tu connais pas. Donc on a travaillé avec une association, c'est des étudiants en art, donc, et ils servaient de guide. C'est-à-dire les enfants, on les emmenait avec un guide, c'est par groupe de 12, le guide leur expliquait tout. Si c'était une exposition, leur expliquait les tableaux, si c'était des œuvres d'art, leur expliquait. C'est-à-dire que l'enfant rentrait et apprenait quelque chose. Et il posait des questions, donc il participait à la culture. Et donc c'est ça qui éveille ses sens à l'enfant. C'est-à-dire que, parce que souvent on est allé à l'école, au musée, moi je suis allé à l'école au musée du Louvre, hein. On courait dans le musée du Louvre plus qu'autre chose, hein. Je veux dire, les instituteurs, ils n'avaient pas la possibilité de nous expliquer les tableaux, on y allait à 40. Là, il leur manquait cette culture aussi. Voilà, peut-être, voilà, je voulais pas le dire. Mais bon, merci. Comment tu fais pour financer ton projet? Alors ça a été compliqué, très très compliqué de financer, parce que déjà au niveau du club, c'était pas le financement du club, il est pas dédié à ça, il est dédié aux compétitions de football, etc. Donc j'ai forcé un peu au début, hein, au niveau du comité, j'ai ponctionné un peu sur le budget du club, et après j'ai présenté le projet à des entreprises, et c'est vrai que les entreprises elles sont friandes de ça, donc elles ont financé le projet. Tu n'as pas essayé de contacter le ministère de l'éducation, de la jeunesse, des sports, si j'avais voulu une collaboration, si j'avais voulu enterrer mon projet, j'aurais contacté ce genre, parce que on n'a pas le temps. Délai de réponse. Bah oui, délai de réponse. Je vais demander. Kamel, une question précise. Que penses-tu? Quel est ton regard sur les différents plans banlieues qui ont été proposés depuis ces dernières années? Il y en a eu beaucoup, dont beaucoup d'argent injecté, et on se demande d'ailleurs où c'est parti. Quel est un petit peu ton regard là-dessus? Moi, pour moi, c'est bon. Je suis quand même de l'ancienne génération, hein, avec tous les plans en rue, etc. C'est un puits sans fond. Ça veut dire que je sais pas où, comme tu l'as dit, Christophe. Même nous en banlieue, on sait pas où est passé l'argent. Ça a servi à rien. Ça veut dire que vous allez dans les banlieues il y a 40 ans, vous revenez maintenant, c'est exactement la même chose, hein. Franchement, ça n'a pas changé en banlieue parisienne, hein. Dans le sens où avec tous les milliards qu'ils ont injectés soi-disant, ça n'a pas changé, c'est la même chose. Et encore, ça a empiré. Donc heureusement qu'il y a des acteurs comme toi et comme bien d'autres aussi qui arrivaient à trouver de l'originalité, à essayer de trouver des concepts qui puissent peut-être intéresser les plus jeunes. Ah oui, c'est les associations, faut leur tirer un grand coup de chapeau. Ils font un travail extraordinaire, hein, sur le terrain. Ah voilà. Mais là, Christophe, on voit beaucoup enfin c'est pas des députés, mais les personnes par exemple que tu reçois, qui proposent tout un programme pour améliorer des choses et. Oui, ce sont des maires qui sont en campagne et qui font des bonnes promesses. Pourquoi arrête. Bah oui. Pourquoi par exemple, Kamel, pourquoi tu n'as pas contacté une de ces personnes-là qui ont qui veulent se faire élire et qui viennent justement avec toutes ces promesses? Pourquoi pas intégrer ça? Mais les promesses, ça reste des promesses, Anna. Donc moi, nous on est ce que comprennent pas les gens, c'est qu'en banlieue, on est dans l'instantané. On n'a pas le temps d'attendre 6 mois une réponse, ou 7 mois ou 8 mois. Donc on est dans l'instantané. Ça veut dire que quand on met en place notre projet, c'est on va sortir au musée dans 1 semaine, 2 semaines, 15 jours, 3 semaines. Donc on n'a pas le temps de monter un projet, de le donner aux institutions et ils nous répondent 6 mois après. Pourquoi? Pour 300, 400 euros. Donc on fait pas non plus en banlieue, on fait pas la Manche. Donc on nous a toujours appris à nous débrouiller tout seul. On se débrouille tout seul. Il y a des financements privés, certaines sociétés, etc. Et après, on se débrouille. Et puis comme vous l'avez dit, il y a des musées qui sont gratuits, etc. Mais c'est nous qui faisons la démarche en tant qu'acteurs et on emmène les enfants. Mais le but, c'est après que les enfants soient. Par contre, une chose importante, toutes les sorties, aucune sortie n'était gratuite. Il y avait toujours 1 euro, 2 euros symboliques, parce qu'on voulait pas aussi tomber dans le fait de l'assistanat. Donc ça, il y avait toujours 2 euros, 3 euros, 5 euros qui étaient remis dans le pot commun pour après payer un goûter, mais on voulait pas tomber dans l'assistanat.
Oui, ça c'est bien. Non, mais c'est important aussi, hein, que les gens se prennent en charge. Et puis aussi le fait que quand c'est gratuit, bah on s'inscrit, on vient pas toujours. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Et après ça peut avoir vraiment un impact dans le planning. Anna. Une dernière question, tu veux, ou on a encore le temps? Encore un peu. Quelles sont les conditions pour pouvoir avoir accès à ce programme, Kamel? Bah juste être licencié du club de football, donc du Blanc-Ménil. Du Blanc-Ménil, oui, c'était essentiellement. Donc et les autres? Bah les autres clubs, chacun se débrouille. Hein, je veux dire, déjà avec un club, c'est compliqué. C'est beaucoup de travail, Anna, parce qu'il faut vraiment mettre en place le projet, faut contacter les parents, après c'est un financement, faut louer des cars, etc. Faut contacter l'association, etc. Donc c'est un job à plein temps. Donc vous emmenez à peu près combien de personnes? En moyenne, on emmène entre. Alors ça dépend du lieu où on va, mais généralement dans les musées, on faisait 3 groupes de 12 parce qu'il y avait 3 guides. Et après, sur d'autres sorties, par exemple, quand on allait visiter d'autres entre maximum 50 personnes. Donc quand on va au théâtre, par exemple, quand on va au théâtre voir une pièce de théâtre pour enfants, après ça dépend des catégories, on emmène 60 enfants. Voilà, donc on réserve. C'est plus facile dans un théâtre de réserver 60 places. Quel âge? On rappelle les enfants? En moyenne en moyenne, ça allait de 5 ans jusqu'à 19 ans. Hein. Ah oui. Ah oui, on touchait tous les âges. Et le but, justement, c'était d'emmener des enfants. Bon, tous les âges, il y a 5 ans, etc., il n'y a pas de problème. Mais c'est de taper dans les 15 ans, 16 ans, 17 ans. C'est les plus durs etc. Mais je vous assure, ils adorent ça. Ils adorent la culture, ils adorent découvrir autre chose, ils sont friands on a eu même des enfants qui nous disaient, qui sont venus me voir, qui disaient à Nora et à moi, président, on est content parce qu'on a, l'institutrice nous a posé une question sur tel domaine et comme on avait travaillé, on est allé au musée, j'ai répondu, ils sont contents. Donc, moi, ce que je veux, c'est ouvrir, c'est qu'ils y aillent eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils y aillent de leur même, et même, il y en a qui me disaient, oui, mais j'écoute, tu vas au cinéma. Tu aimes le cinéma. Il y a des fois, le cinéma, il y a un film qui te plaît pas. C'est pas pour ça que tu vas plus au cinéma. Ouais. Donc, faut aller au théâtre. Au théâtre, après, peut-être que la pièce va pas te plaire. Mais le but, c'est de chercher ce qui va te plaire et faut que tu ailles au théâtre. Et je vous assure que ils adorent ça. Et maintenant, et là où j'ai vu qu'on avait gagné, c'est quand des mamans venaient s'inscrire leurs enfants au club pour Grand Pont vers la culture. Ouais. Ça veut dire que c'était pas seulement pour le football, mais pour ces sorties culturelles. Et là, je me suis dit, on a gagné. Kaban, il faut qu'on règle un problème, toi et moi. Oui. Il paraît que tu es supporter de Marseille. Oui. Je suis désolé, oui. Pas désolé, j'ai pas été désolé, mais oui. Si tu l'as dit, tu es désolé. Comment peux-tu travailler justement sur Blanc-Ménil avec les gamins de banlieue de la région parisienne et être supporter de Marseille? Il n'y a pas comme un léger problème, un léger souci? Mais il le dit pas, c'est tout. Mais ça pourrait, c'est vrai, Christophe, tu as raison, ça pourrait. Sérieusement, tu as un club aujourd'hui qui représente bien les couleurs de la région parisienne, c'est le PSG, avec Kylian Mbappé, avec toutes ces grandes stars, etc. Voilà. Oui, mais moi, reprends-toi, Kamel. Je vais me reprendre. Saisis-toi, voyons. Ouais, mais moi, tu sais, je suis. Paris, c'est magique. Oui, voilà. Paris, moi, c'est. Exactement, là. Mon fils, c'est un supporter invétéré du PSG, donc. Il a tout compris. Il a tout, oui, sur moi, il a tout. Mais moi, je suis de l'époque où il y avait au PSG Boulogne et tout ça, donc pour moi, c'était incompatible. C'était après, ça a évolué largement, mais c'est vrai, mais c'était incompatible avec. C'est vrai que Marseille donnait plus l'exemple, on va dire, d'une France black-blanc avec un président emblématique qui a non, moi je crois que c'est surtout d'un côté géographique, c'est-à-dire que Marseille se trouve, c'est la ville la plus près du bled, on va dire, et voilà, on a quelque part en soutenant Marseille un pied au bled, non? J'ai beaucoup il y a un peu de ça. Je le vois dans non, moi c'est vraiment. Et puis il y a la victoire en 93 on se demande comment on l'a eu celle-là d'ailleurs. On l'a eu en battant le Grand Milan AC. Oui, en achetant. En supportant Marseille, tu as l'impression de supporter l'équipe nationale algérienne. Non. Et le pire, vous savez, c'est que l'Algérie heureusement joue mieux que Marseille. Alhamdoulilah. Et Christophe, et en plus, ce qui est assez paradoxal, c'est que Marseille n'a quasiment jamais, c'est très rare, ils ont jamais eu de joueurs maghrébins, alors que Paris, avec Moustapha Daleb, voilà. Donc voilà, non, moi c'était plus par rapport à. Il y a eu un joueur maghrébin à Marseille. Oui, mais il y en a plus à Paris. Atem Ben Arfa. Atem Ben Arfa, oui, c'est vrai que. Il y en a eu Atem, appelle-moi. Si t'as mon numéro, appelle-moi. Mais c'est vrai que moi j'ai été, je suis de l'époque de Boulogne, des hooligans, etc. Et moi c'était incompatible avec le PSG. Et quand je voyais ce qui se passait, c'est vrai que c'était, je pouvais pas supporter un club. Non, mais dans les années 90, tout le monde supportait Marseille. Oui. Non, mais en plus, moi ce qui m'embêtait, Rudy, c'est que, et Christophe, c'est que le club validait
validait ces supporters-là. C'est ça qui m'embêtait le plus. Donc c'est vrai qu'on a été, et comme disait, c'est fini maintenant, tu peux changer. On allait, on allait au parc pour voir Paris perdre, quoi. C'était ça notre. Messieurs, je vous laisse 2 minutes, vous parlez foot. Non, ça y est, c'est fini. Alors, Kamel, on va peut-être rappeler les coordonnées de ton association sur les réseaux sociaux. Rappelle-nous un petit peu comment ça se passe. Non, on n'a pas de réseaux sociaux, non pas. Nous, c'est Grand Pont vers la culture. Non, on fait vraiment à l'ancienne. Moi, je suis à l'ancienne. C'est Grand Pont vers la culture. Donc, il me contacte moi directement, hein, Kamel Aïtkira. Et ils font comment pour te contacter? Sur mon sur Instagram, Facebook. Quand même. Voilà. T'as les réseaux sociaux. Oui, j'ai les réseaux sociaux, mais pas au niveau de l'association, mais qui me contacte moi, et puis nous on travaille là, et juste je voulais dire qu'on va organiser au mois d'avril, donc c'est déjà booké, un stage féminin, pareil, Grand Pont vers la culture, et avec des activités culturelles, et aussi avec des ateliers football orchestrés par un coach anglais. Donc comme ça, les enfants, ils vont aussi apprendre. Peut-être. Ils vont apprendre aussi l'anglais en jouant au football. Bon. Est-ce que vous comptez les emmener, par exemple, à l'étranger? On aimerait bien. En ce moment, c'est compliqué. Hein. Mais on aimerait bien, mais financièrement, c'est en survie au coronavirus. Moi, j'ai toujours dit, Anna, et c'est vrai que c'est une bonne question. Je préfère emmener 80 enfants au musée du Louvre ou au musée d'Orsay que 10 enfants à Los Angeles ou je sais pas où. Je veux faire profiter la masse. Non, mais les 10 enfants, ils te disent on préfère aller à Los Angeles. Le but, c'est de profiter la masse. Hein. Kamel, dernière question, parce que là on est en retard. Allez. En tout cas, c'est une dédicace, un hommage à un ami que j'aime beaucoup, et qui est vraiment une personnalité très humaine, et une forte personnalité qui sait ce qu'il veut, et qui se bat pour ce qu'il pense être juste. Et en l'occurrence, effectivement, t'as un côté un peu supporter football, effectivement, là qu'on a un peu chahuté, mais ta partie plus humaine, effectivement, qui travaille sur le social, c'est vraiment ce qu'il faut, parce que dans nos quartiers, effectivement, là je regardais encore certaines statistiques, t'as 29% de jeunes, qui se dirigent vers des filiales générales. C'est très très peu en fait dans les quartiers. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont pas le bagage intellectuel pour y aller, et parce que on nous a servi, notamment au travers de l'éducation nationale, que c'était mieux pour certaines populations de s'orienter vers des carrières professionnelles. C'est terminé. Moi-même, je l'ai connu. Pour aujourd'hui, ma chère Anna. Bravo pour ce que tu fais, et continue là-dessus, parce que la culture, il y en a besoin pour s'ouvrir à d'autres peuples. Et elle n'est pas réservée exclusivement à l'élite. Exactement. Mais même l'élite aurait besoin d'une autre culture pour mieux se faire voir de certaines populations. On se retrouve demain avec un autre personnage qui sera avec nous demain à 17h. Coach Christophe Tamri demain. Voilà, merci coach beaucoup à vous. Demain. Merci Kamel, merci. Merci Kamel, à très bientôt. Merci Anna, et merci Un pan vers la culture, mesdames. Dans un instant, on file à Cergy, les amis, pour les municipales. C'est les municipales, oui, dans 2 semaines maintenant. Je rappelle, les amis, mesdames, messieurs, que vous êtes bien sur France Maghreb 2 et que vous êtes bien sur France Maghreb 2. Jusque-là, tout va bien. Le grand forum, bien entendu, jusque 18h. Dans un instant, on va filer du côté de Cergy pour les municipales, les amis. Cergy, c'est une ville dans le Val d'Oise. Aujourd'hui, que nous allons découvrir donc un candidat qui sera avec nous dans un instant. Sachez d'ailleurs que demain, on aura 2 candidats. Tellement maintenant le succès de cette émission est à son rendez-vous. Tout le monde veut passer. Alors on essaie de faire plaisir à tout le monde, bien entendu. Et demain, ce seront 2 candidats. Nous serons à Créteil et à Marseille demain, les amis, pour les municipales. Mercredi, on sera à Paris. Vendredi également, on sera à Paris et du côté de Crosne dans l'Essonne. Et jeudi, je vous dirai ça aussi. Voilà. Donc tout un programme pour cette semaine sur France Maghreb 2 pour les municipales. C'est l'avant-dernière semaine, parce que vous le savez, la semaine prochaine, vous allez découvrir le programme de nos chroniqueurs qui n'ont plus le droit de s'exprimer en tant que chroniqueurs, mais qui se présentent donc à cette élection municipale. Ainsi, on écoutera Nasser Lajili, Dionor Excellent, Sabrina Sebaï, Philippe Boyaki et Emmanuel Michael, qui seront avec vous la semaine prochaine pour vous présenter leurs programmes respectifs. Voilà. Bon, allez, c'est parti, on y va. Direction Cergy, les amis, pour les élections municipales. France Maghreb 2, le grand forum spécial municipal 2020, l'entretien d'admission. Mathieu Bouddha, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur France Maghreb 2. Alors d'abord et avant toute chose, est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos auditrices et auditeurs? Qui êtes-vous, cher Mathieu? Bien sûr, donc je m'appelle Mathieu Bouddha, j'ai 29 ans.
Je suis né et j'ai grandi, je fais une grande partie de mes études à Cergy, dans le 95, donc une ville du Val d'Oise, c'est même la ville-préfecture du Val d'Oise, une ville dont je suis fier. Et donc j'ai étudié donc en école de commerce. Je suis spécialisé en finance d'entreprise tout particulièrement. Parallèlement à ça, je me suis beaucoup engagé dans le tissu associatif cergysois, en créant une première association quand j'avais 18 ans à Cergy avec un ami, une association qui donne des cours de soutien scolaire en collège et en lycée, qui fait des sorties familiales pour des familles qui n'ont pas forcément les moyens d'aller en vacances, ou encore qui organise des fêtes de quartier dans les quartiers en manque de dynamisme à Cergy. Ça a été mon premier engagement à mon sens politique, puisque je pense que la politique, c'est, on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est la vie de la cité, c'est s'engager pour améliorer le quotidien des gens autour de soi. C'est comme ça que j'ai, on va dire, mis le pied à l'étrier de l'engagement cergysois. Je me suis aussi engagé associativement en tant que donc président d'une amicale d'habitants dans mon quartier, en tout cas celui de mes parents. Et c'est comme ça que j'ai été confronté, on va dire, à des élus, à des administrations, et donc à, on va dire, toutes les spécificités qui font qu'une ville peut bien fonctionner. Alors pourquoi avoir eu envie justement de se lancer en politique? Est-ce pour faire passer un message, votre message, pour faire entendre les gens qui vous ressemblent? Ouais, tout à fait. Je pense encore une fois qu'on vit une période un peu trouble, un peu particulière, où on a un divorce qui est très clair entre les citoyens et la politique, en tout cas la chose politique. C'est un divorce qui me pose problème, parce que encore une fois, je pense que c'est par la politique qu'on arrive à changer réellement le quotidien des gens, à l'améliorer. Et donc moi, ce que j'ai envie de faire en m'engageant avec d'ailleurs une super équipe à Cergy, c'est justement démontrer que la politique, c'est avant tout la vie de la cité, encore une fois. Donc un chef d'entreprise, un responsable associatif, ou encore un commerçant par exemple, sont donc des acteurs politiques, et donc des acteurs qui œuvrent à améliorer le quotidien des gens. Et donc la liste que je porte, la liste que j'emmène depuis un certain moment maintenant, est justement représentative de ça, pour bien montrer aux citoyens que un acteur politique, encore une fois, ce n'est pas un carriériste de date en politique, et qu'on n'a pas besoin de faire. Alors vous avez quand même vous n'avez pas un parcours tout neuf en politique, puisque vous avez été suppléant du député Aurélien Taché. Vous êtes déjà engagé à plusieurs reprises dans des élections municipales, notamment en 2014 à Cergy. Vous étiez aussi chef de projet au sein de La République En Marche. Donc voilà, La République En Marche, vous affichez la couleur? J'affiche complètement la couleur, en tout cas j'assume mon appartenance à La République En Marche. Le 49.3, on peut y revenir. Ça va, tout se passe bien, le 49.3? On va y revenir tout de suite. Je termine juste mon propos là-dessus. Je suis effectivement adhérent de La République En Marche, mais je tiens à préciser en tout cas que la liste que je porte et la liste que je conduis à Cergy est sans étiquette, c'est un choix assumé, dans la mesure où le groupe qu'on a constitué maintenant depuis 2 ans n'a pas d'appartenance politique. Plus de 80% des membres de mon équipe aujourd'hui ne sont même pas étiquetés politiquement. Donc j'assume complètement mon appartenance personnelle, qui est personnelle. Par contre, la dynamique que je porte aujourd'hui à Cergy, elle est bien plus large qu'une simple étiquette politique. Je pense de toute façon que quand on parle des problématiques d'une ville, en tout cas quand on parle des enjeux du quotidien des habitants, au final l'étiquette ça importe peu. Ouais, enfin ça importe peu, mais ça peut quand même avoir ça peut être quelque part un obstacle en ce moment au vu de la situation nationale. C'est vrai que on va pas tout confondre, les municipales c'est vraiment quelque chose d'à part, mais à tel point que d'ailleurs même LREM avait demandé à des candidats qui n'étaient pas en terrain conquis de cacher un peu le logo, quoi. Ce qui n'a pas été votre cas. Avant le 49.3. Ouais, c'était avant le 49.3. Mais j'ai entendu ça, encore une fois, si vous voulez qu'on parle de politique nationale, on pourra l'aborder si vous voulez rapidement. Moi, quand je parle de politique locale, quand je parle de la ville dans laquelle j'ai grandi, quand je parle des besoins aujourd'hui qui se posent dans notre ville, et quand je parle des problématiques auxquelles les habitants de Cergy sont confrontés aujourd'hui, je peux vous assurer que dans la rue, sur les marchés qu'on a reprendre depuis maintenant plus de 2 ans, on me parle beaucoup des voiries mal entretenues, on parle beaucoup de la propreté à Cergy, on parle beaucoup de la sécurité, on parle pas beaucoup du 49.3, parce que je pense que ce qui importe les Cergysoises et les Cergysois aujourd'hui, c'est réellement mon projet. Vous n'avez pas trop eu le temps, c'est sorti samedi. C'est tout frais. Parce que vous avez été pris de court comme de tous. Mathieu, en tout cas, vous avez sollicité au travers de plein de réunions que vous avez organisées pour faire un petit peu ce que vous appelez vous un état des lieux de la ville. D'abord, Cergy, c'est combien d'habitants? Cergy, c'est 65 000 habitants. Ah ouais, c'est une grosse ville, quoi. C'est une grande ville. Et votre liste s'appelle le choix de l'avenir, ce que vous entendez en tout cas incarner cette vision au travers de cette liste. Quel est le gros changement que vous entendez faire valoir pour Cergy, pour les électeurs qui nous écoutent là aujourd'hui?
Cergy, c'est effectivement une ville de 65 000 habitants. C'est ce qu'on appelle, c'était une ex-ville nouvelle. Les villes nouvelles, c'est des villes qui ont été construites il y a maintenant environ 50 ans. 70, tout à fait. Pour Courcouronne, Marne-la-Vallée. Exactement. Et donc ces villes nouvelles-là, l'objectif, c'était donc d'offrir, en plus d'une proximité relative avec Paris, d'offrir une qualité de vie toute particulière à des familles qui souhaitaient par exemple y élever leurs enfants. Et cette promesse-là à Cergy, elle a été, à mon sens, partiellement tenue. En quoi elle a été tenue et aujourd'hui, vous dites qu'elle ne l'est pas. C'est une ville qui vit dans un faux rythme. Alors qu'est-ce qu'est un faux rythme ? L'inforythme, c'est par exemple une ville qui a donc un système politique qui est en place depuis plus de 20 ans maintenant, donc avec les mêmes élus, la même majorité qui est en place, et qui aujourd'hui s'essouffle. Et je considère que quand aujourd'hui on occupe un mandat politique, l'occuper pendant 1-2 mandats permet de garder cette proximité avec les habitants, cette proximité avec les problématiques des gens. Au bout de 20 ans, je pense que n'importe quel politique, aussi bon soit-il, perd, on va dire, cet ancrage au réel. Et donc ce que je veux faire avec cette liste et avec donc le choix de l'avenir qu'on propose aujourd'hui aux Cergysois, c'est justement insuffler une nouvelle dynamique, insuffler un peu plus d'ambition à une ville qui a énormément de potentiel. Je voulais pas préciser tout à l'heure, mais Cergy, c'est 50% de la population qui a moins de 30 ans. C'est plus de 30 000 étudiants qui viennent étudier chaque jour sur le territoire. Et donc, il faut, à mon sens, qu'une équipe renouvelée, une équipe, encore une fois, qui est au plus près des problématiques des Cergysois et des Cergysois, parce que ce sont des chefs d'entreprise, parce que ce sont des responsables associatifs, viennent incarner cela. Et je pense encore une fois que pour faire accélérer ce territoire, on a besoin de réconcilier les citoyens avec la politique. Et par exemple, l'une des mesures phare, en tout cas l'une des premières mesures que je propose avec mon équipe, c'est de rendre transparente, par exemple, l'attribution des logements sociaux. L'attribution des logements sociaux, dans beaucoup de villes nouvelles et dans beaucoup de villes d'ailleurs franciliennes, c'est souvent un sujet épineux, un sujet parfois peu transparent ou peu clair pour les habitants. Je pense que si on veut réconcilier les citoyens avec la politique, ça passe d'abord de la transparence et une action municipale exemplaire et un système à points très clair qui permette, par exemple, en fonction des revenus, en fonction du temps d'attente, en fonction de la situation familiale, d'obtenir un logement. Ce système à points, ça permettra de montrer patte blanche aux habitants. Alors, c'est 21 ambitions que vous entendez conduire pour ces municipales, cher Mathieu. Alors en matière de transport, êtes-vous bien desservi à Cergy ? Vous déplorez un petit peu une baisse de la qualité du transport à Cergy. Alors, ça serait pas une baisse, ça serait une vraie chute du coup. Effectivement, Cergy est desservi depuis sa création par le RER A, un RER qui est très bien connu puisque c'est la ligne la plus fréquentée d'Europe. C'est plus d'1 million d'usagers chaque jour. Il faut savoir que la desserte vers la ville de Cergy est de plus en plus compliquée. La faute à plusieurs éléments. Tout d'abord, des éléments, on va dire, d'infrastructure. Aujourd'hui, on a donc une fréquentation qui est très forte du côté de Cergy. C'est une ville qui construit beaucoup. C'est 1500 logements construits chaque année à Cergy. Ces constructions-là, elles n'ont pas été maîtrisées par la majorité actuelle. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec une surfréquentation de la ligne. En même temps que cette surfréquentation de la ligne, on a une qualité, encore une fois, des rails qui se dégradent et surtout un très faible accompagnement d'IDF Mobilité, qui est la structure régionale qui accompagne les transports aujourd'hui en Ile-de-France. Mais qu'est-ce que vous comptez faire à ce niveau-là alors plusieurs choses. Parce que le maire n'a pas ne pèse pas sur le maire, la région qui. C'est très juste. Le maire n'a pas de prise directe sur ces questions de transport. Par contre, le maire a, pour moi, une responsabilité de quasi VRP pour son territoire et donc se doit de le représenter et de mettre en avant les qualités et les spécificités de son territoire. Et donc sur la question du RERA, ça consiste à plusieurs choses. Vous savez par exemple qu'on a une interconnexion qui s'appelle une interconnexion, c'est-à-dire qu'on change de conducteur aujourd'hui à Nanterre-Préfecture pour la simple et bonne raison qu'il y a une séparation entre une zone RATP et une zone SNCF sur la ligne qui m'emmène de Cergy à Paris. Mais c'est pas, elle n'a pas absolument aucun sens. C'est pas les RER qui pose plus de problème, je pense à Cergy, c'est les bus. On va y venir. Parce que Cergy, c'est quand même une zone assez étendue, comme ville nouvelle, effectivement, avec l'agrégation des autres communes aux alentours. D'ailleurs, c'est pas un problème que de Cergy, c'est un problème aussi des autres communes qui ont une desserte de bus un peu compliquée, notamment en soirée ou les week-ends. Ce que vous dites est très juste. Il y a un vrai sujet sur les mobilités internes. Moi, je pense que quand on parle de mobilité et de transport, comme on vient de m'interroger là-dessus, il y a un sujet de mobilité en termes de projection vers d'autres territoires pour aller travailler. Il faut savoir qu'aujourd'hui, et c'est l'une des problématiques de notre territoire, il y a plus de 73% des Cergy-Pontains qui habitent l'agglomération de Cergy-Pontoise qui ne travaillent pas à Cergy-Pontoise. Et donc on a un sujet de toute façon en termes de mobilité, quand on en vient à la mobilité,
justement de se projeter sur Paris, sur d'autres territoires autour. Et on a un autre sujet ensuite de mobilité interne. Effectivement, notre réseau de bus locaux est relativement bon. Il manque cependant de vraies connexions entre les grandes zones de l'agglomération. Et c'est pour ça que nous proposons dans notre projet de mettre en place une ligne de bus électriques à haut niveau de service, on les appelle à haut niveau de service, puisqu'ils relient de manière directe des grandes polarités. Cergy s'est construite sur la base d'une agglomération d'un certain nombre de communes, 13 pour être exact, 11 à une époque. On a besoin de pouvoir relier ces communes entre elles de manière fluide et c'est pour ça qu'on propose ce Alors, au niveau de l'école, Mathieu Bourda, c'est important aussi parce que vous proposez un certain nombre de choses et vous dites que elle doit être une priorité pour la prochaine équipe municipale. Et vous proposez de créer un permis de petits citoyens délivré chaque fin d'année en CMD comprenant le respect d'une charte de droits et devoirs. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, Mathieu Bourda? Alors, de manière très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Cergy est une ville qui a dont 50% de la population a moins de 30 ans. Ouais. Donc on veut préparer l'avenir de ce territoire, qu'on veut justement faire en sorte que les habitants de ces territoires arrivent à s'en emparer, à avoir mieux conscience de leur environnement, à mieux respecter leur environnement. Respecter son environnement, c'est aussi respecter les autres. Il faut s'attaquer à ça au plus jeune âge. Et il s'avère que le maire a justement une prise directe sur les écoles et l'éducation de nos enfants. Quand on sait que c'est à cet âge-là, au final, que tout se décide en termes de bonnes pratiques. Quand je parlais d'une charte de bonne conduite dans ce permis du petit citoyen... Oui, c'est quoi la charte de bonne conduite? Ça m'alerte un peu, moi. Je vous le cache pas, Mathieu Bourda. On parle aujourd'hui beaucoup de transition écologique, on parle beaucoup de propreté, de respect de l'environnement. Au final, les bonnes habitudes en termes de tri, en termes de respect de l'environnement, c'est pas sur ce qu'on répète à longueur de journée, la laïcité, faut pas faire ci, faut pas faire ça à l'école. Absolument pas. Les signes distinctifs, religieux, etc. Absolument pas. D'accord, non mais c'est du quotidien des pour habitants. ça. Oui. D'accord, le quotidien des habitants, l'écologie, très bien. Il faut en parler. Il faut pas que ça soit une matière superflue à l'école d'ailleurs. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est encore une fois le but de cette charte qui serait justement signée à la fin de l'année par les élèves de CM2. C'est justement de se dire qu'une fois qu'on a acquis ou accumulé un certain nombre de bonnes pratiques, si je puis me permettre, qui me permettent justement de mieux respecter mon environnement, de plus avoir conscience du bien-être et des gens qui m'entourent, au final, je pense que c'est ce qui fait derrière que nos petits jeunes deviennent ensuite des citoyens exemplaires. Alors, Mathieu Bourda, on va parler aussi un peu de transport, de logement, pardon, parce que transport, on en a parlé. Oui. Quelle est la situation à Cergy en matière de transport, en matière de logements sociaux? Est-ce qu'on est dans l'équilibre ou il y a encore du travail à faire en matière de logement? Elle est compliquée. Vraiment, c'est 25% par ville, minimum. À Cergy, on est à près de 50%. On a un taux de logement social qui est très important. Il faut le réduire? Alors, je ne sais pas s'il faut le réduire. En tout cas, je pense qu'on a oublié à Cergy la vocation. On a oublié pour moi la vocation d'un logement social. Un logement social, c'est une situation en théorie intermédiaire qui permet justement d'accompagner des familles, des couples, des habitants qui ont besoin justement de pouvoir payer des loyers modérés, comme on a pu l'appeler à une époque. Et cette situation provisoire-là, au final, quand je prends par exemple mon vécu à moi, l'histoire de mes parents, effectivement, on a toute une génération qui est venue emménager dans ces villes nouvelles et qui a on va dire investi des appartements avec 2, 3, 4 enfants et dont les enfants, au final, ont fini par grandir et à partir de la maison. Et donc, ce qui est important dans la situation, on va dire dans le parc aujourd'hui locatif cergysois, c'est d'accompagner un maximum les familles pour qu'elles puissent comme ça, changer le plus régulièrement possible de logement en fonction de leur situation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Rester quand même dans le logement social ou passer dans le privé. Parce que c'est ça l'enjeu en fait. Ce qui est important par rapport à la jeunesse, les populations des quartiers, c'est la question en fait de l'embourgeoisement, voire en fait une forme de gentrification en fait de cette population, parce que le gros problème de ces populations, c'est que dans les années 70, lorsqu'on les a fait venir pour travailler, on les a fait venir effectivement dans des villes dortoirs. Et ces populations qui sont souvent donc maghrébines ou subsahariennes sont des populations qui n'ont pas pu connaître l'embourgeoisement qu'ont pu connaître les populations européennes latines, comme les populations portugaises, espagnoles, italiennes. Elles ont connu un embourgeoisement, elles ont pu quitter ces quartiers. C'est pour ça qu'il n'y a plus cette mixité de l'époque. Mais aujourd'hui, ces populations, depuis les années 70, depuis le choc pétrolier, ce sont des populations qui ne sortent plus des quartiers. Donc la vraie question, c'est comment on fait pour permettre à ces populations de s'embourgeoiser un tant soit peu, qu'elles gagnent un peu plus d'argent. Qu'elles sortent du ghetto, quoi. Voilà, vous avez raison. Alors je sais pas si c'est de l'embourgeoisement, mais en tout cas
cas, l'objectif ultime, à mon avis, d'un politique local ou d'un maire, c'est justement qu'un maximum de familles puissent un jour accéder à la propriété, passer dans le privé, comme vous le dites, avoir une qualité de vie qui s'améliore et un pouvoir d'achat qui s'améliore. Ce qui est censé être possible en banlieue, parce que à Paris, par exemple, les populations moyennes quittent pour avoir cette possibilité en banlieue. Si en banlieue, les gens ne peuvent pas accéder à ce à quoi les Parisiens veulent accéder, enfin, ce serait compliqué. Ça l'est, et pour casser justement ces ghettos, comme vous le décrivez si bien, il faut aussi encourager justement ces fameux échanges d'appartements, de maisons. Il y a une plateforme qui est très intéressante qui a été lancée il y a quelques mois, qui s'appelle échangerhabiter.fr, à laquelle beaucoup de bailleurs sociaux... On en a déjà entendu parler, hein, Christophe. Ouais. À laquelle beaucoup de bailleurs sociaux ont souscrit, pas tous. Et c'est un appel que je fais d'ailleurs dans vos micros justement aux bailleurs sociaux qui notamment d'ailleurs construisent, en tout cas investissent Cergy. Il est important que l'intégralité de ces bailleurs sociaux participent à cette plateforme dans la mesure où elle contribue justement à de la mobilité, à casser les ghettos, à échanger justement des appartements en fonction des besoins des uns et des autres. Mathieu Bourdin, candidat à Cergy pour les élections municipales sous l'étiquette La République En Marche. Non. Quoi, non? Sans étiquette. Sans étiquette. Ouais, mais soutenu. Étiquette personnelle. Ouais. Étiquette personnelle. Non, mais même pas soutenu. Même pas. Même pas soutenu. Alors on s'en fout alors. Pourquoi on pas parler... si on doit s'en foutre, mais en tout cas, voilà, on n'a pas besoin d'en parler. On va pas déjà qu'il se tire une balle dans le pied, on va pas vous tirer une balle dans le pied à vous. Hein. Mathieu Bourdin, voyons. En fait, c'est Bouddha, Mathieu Bouddha. Bouddha, oui. Qu'est-ce que je dis moi depuis tout à l'heure, Bourdin? Ah oui. Donc Mathieu Bouddin. Oui, bon, voilà. Mathieu Bourdin avec nous sur France Maghreb 2. Quelle sera votre première grande décision si vous arrivez à accéder à ce poste à la mairie de Cergy? On vient de parler de la question du logement. Oui. Ma première décision, elle concerne le logement, puisque vous pouvez, aujourd'hui au quotidien, quand on part à la rencontre justement des Cergysois et des Cergysois, l'une des premières choses sur laquelle ils nous interpellent, c'est vraiment cette question du logement et de l'accès au logement. Aujourd'hui, il faut savoir que Cergy, c'est 5000 demandes de logement pour des logements sociaux en attente. Ouais. 5000, c'est énorme. C'est énorme. Quand on sait par exemple qu'on construit 1500 logements par an, donc privé et social confondu, on voit qu'en fait il y a une vraie crise du logement à Cergy. Donc la première mesure que je veux prendre, elle n'est pas miraculeuse ou démagogique, elle est vraiment de rendre transparent le système d'attribution de logement, pour la simple et bonne raison aujourd'hui que les habitants de Cergy ne savent pas pourquoi ils ont accès à un logement social et ils ne savent pas pourquoi ils l'ont. Et donc ce qu'il faut d'urgence, c'est rendre transparente, comme à Palaiso, qui fait très bien ça, rendre transparent ce système d'attribution pour justement pouvoir expliquer les yeux dans les yeux aux habitants pourquoi ils ont eu accès à un logement social à une période T et pourquoi ils ne peuvent pas y avoir accès maintenant avec des critères objectifs très clairs et qui permettent de pallier. Mais surtout avec 50% de logements dans la ville, normalement il devrait y avoir un peu de place pour non ? Enfin. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que à mon sens, on a eu une municipalité qui n'a pas spécialement placé les Cergysoises et les Cergysois, en tout cas les Cergy-Pontins, au cœur de leurs priorités en termes de politique publique. Et donc aujourd'hui, on a eu donc des mouvements de population très importants, des nouveaux habitants qui sont arrivés sur Cergy, ce qui est très bien puisque ça permet encore une fois de renforcer le dynamisme de notre ville. Mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment des besoins des habitants du territoire actuel. À Cergy, il y a une belle mosquée. Oui. Qui est d'ailleurs dirigée, ça a le mérite d'être signalé. Vous voyez, on dénonce souvent l'islam consulaire, etc. Là-bas, c'est vraiment l'islam est représenté dans sa diversité, comorien, turc, algérien, marocain, enfin tout le monde est là, africain, et ça cohabite magnifiquement bien. Quelle relation souhaitez-vous entretenir avec la communauté musulmane de votre ville ? Alors, sur la communauté musulmane, au même titre que n'importe quelle autre communauté religieuse, j'ai toujours été très clair sur cette question. Ouais. Pour moi, il est de la responsabilité, encore une fois, d'une équipe municipale d'accompagner les associations cultuelles comme n'importe quelle autre association, si elles ont des besoins en termes de méthode, en termes d'accompagnement, en termes de formation à la gestion financière, en termes de locaux, comme ça a pu être le cas... Surtout les locaux. Surtout les locaux, comme ça a pu être le cas à Cergy. Pour autant, je veux absolument qu'il y ait une distinction claire entre le religieux et le politique. Dans trop de villes, malheureusement, notamment franciliennes, il y a eu souvent un mélange des genres. Du clientélisme. Complètement, ouais. pour ne pas le nommer. Ouais. Et je suis
Il y a quelques partis qui en sont friands. Hein. Oui. Mais par contre, le clientélisme ne met pas à mal la laïcité. Hein. Là où en fait l'État n'a pas à s'inviter en fait sur la gestion des cultes, c'est par rapport à sa réserve par rapport à la laïcité. Et effectivement, l'inverse, en fait, le cas inverse, on le voit tout le temps puisque on invite tous les musulmans effectivement à respecter la laïcité. Il y a des partis qui s'en sont fait quand même le spécialisme du clientélisme là-dessus, Rudy. Hein. Oui, mais c'est partout. De toute façon, des villes de droite, de gauche, En Marche, ils vont tous être tentés par le clientélisme parce que les populations musulmanes représente quand même un certain poids en termes de vote dans une ville. Maintenant, ce qu'il faut, c'est par rapport à cette histoire de clientélisme, est-ce qu'il faut pas légiférer pour en reconnaître une partie, pour mieux l'encadrer sur le plan politique, parce qu'on peut pas quand même nier qu'il y a des populations, à un moment donné, c'est normal, voilà, qu'est-ce que tu as à offrir, moi je peux offrir ça. Par contre, faut pas que ça se fasse par des voies obscures et ensuite avec des intérêts derrière, par rapport notamment, par rapport à l'islam, c'est plus le financement derrière, des mosquées, etc. C'est plus ces choses-là qui doivent être encadrées. Le problème est réglé, Sergi, la mosquée elle est là, elle est bien. Oui, Sergi, moi je pense que elle est là, mais pas à 100% payée. C'est pour ça que je parlais de formation à la gestion financière. Sur ces questions-là, la municipalité a parfaitement, à mon sens, vocation à les accompagner. Pour autant, vous parliez à l'instant du clientélisme notamment. Je pense encore une fois qu'il faut qu'il y ait une distinction très claire. Dans mon équipe aujourd'hui, j'en suis fier, j'ai un responsable d'une association cultuelle de Cergy, d'une association musulmane justement, qui s'est mis en déport à la minute où il a intégré l'équipe. Et je pense que ça montre justement à quel point sur les valeurs nous sommes très clairs, encore une fois, entre le communisme entre guillemets, donc accepter de participer par exemple à des événements républicains organisés par des associations culturelles, et justement la gestion religieuse d'une association. Alors, ça vous assure quand même, Mathieu Bouda, ça vous assure quand même des bonnes relations quand même avec la communauté. Pour finir, Mathieu Bouda, il vous reste une minute. Je dis pas que c'est du clientélisme, s'il vous plaît. On est en retard. Mathieu Bouda, il vous reste une minute pour nous dire et vous adresser aux électeurs de Cergy, qui vous écoutent. Pourquoi le 15 mars prochain, en espérant que les élections soient maintenues, il faut voter Mathieu Bouda. Allez-y, c'est à vous. Je pense encore une fois que la seule alternative aujourd'hui réellement est crédible et en termes de compétences et en termes de composition à Cergy aujourd'hui qui puisse justement amener une ambition nouvelle dans notre territoire, c'est la nôtre, de par justement la diversité des profils sur notre équipe, la diversité religieuse, la diversité on va dire en termes de culture. Je pense que cette richesse aujourd'hui dans notre équipe, elle permet d'avoir en tout cas d'imaginer une vision ambitieuse pour notre territoire. On n'a pas on va dire la prétention ou en tout cas la capacité de revendiquer 10 ans d'expérience politique pour pouvoir justement aspirer à 10 années supplémentaires. Je pense pour autant qu'encore une fois, la politique, c'est la vie de la cité. Quand je m'investis dans mon quartier, dans ma ville, dans mon village, pour améliorer le quotidien des gens, je fais de la politique. Et ça, chaque membre de mon équipe du 1er au 49, parce que c'est 49 colistiers aujourd'hui, on est convaincu. On est convaincu. Bon, merci Mathieu Bouda d'avoir répondu à la question, de vous être présenté auprès de nos auditeurs et des électeurs surtout de Cergy qui auront le choix, donc pourquoi pas, de voter pour vous. Le LGF sur France Maghreb 2 pour les quelques minutes qu'il vous reste avec notre ami Rudy Kazi. Alors Rudy, tu sais que il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Ziad Medou qui vit à Gazac, qui est le directeur du département français de l'institut de l'université Al-Aqsa et qui écrit des poèmes. Il est directeur de la section française de cette université. Un poème qui a été qui va être lu par Samia Chiki, chroniqueuse du LGF, qui reviendra d'ailleurs mercredi, à propos du jeune Mohamed qui, tu savais, a été tué et l'armée israélienne a roulé dessus avec les bulldozers. Des images assez atroces, évidemment. J'ai essayé de voir parce que c'était assez insoutenable. Voilà. Et Ziad en a fait un poème, donc lecture par Samia Cheki. Le bulldozer de la haine. Arbitrairement, le soldat a fait démarrer son bulldozer meurtrier pour rouler sur le corps. Le corps déjà cadavre. Il a l'esprit tranquille. Personne ne va le blâmer, ni le dénoncer. La fumée noire de ce maudit bulldozer a caché l'aube. Elle a empêché l'horizon d'embrasser la vie. Elle a dépassé les barbelés imposés sur les frontières, sur les remparts du crépuscule, au-delà des étoiles absentes. Elle a écarté les ombres de la nuit et a épargné le soleil à cette ville assiégée qui décompte ses morts jours et nuits. Les larmes métalliques du bulldozer ont frappé partout, avec leur puissance incroyable. La terre seule a pu résister pour protéger un corps déjà déchiqueté. La terre de Gaza, en toute fierté et dignité, a dit non, une fois, 2 fois et 1000 fois à l'humiliation. Mais les frappes étaient plus fortes que les sables et la voix de cette ville millénaire. Et le bulldozer commence sa sale besogne. Il a fait l'aller-retour.
Il a manipulé, il a retiré le corps, il l'a ramassé à l'aide de la pelle. Il a saisi le cadavre et l'a balancé d'avant en arrière dans les airs. Innocente victime de cette abjecte corrida, il a soulevé le jeune assassiné en guise de trophée de guerre. Un crime odieux, honte, honte et honte. Aucun respect pour l'être humain même mort. Il a crucifié le martyr sur le mur de notre déception. Devant les pauvres cris mouillés de larmes des secouristes et le sang qui coule, les soldats roulent dessus. Ils ne sont pas prêts d'arrêter leur infamie, ces criminels. Hier, Rachel Corrie, écrasée vivante, et ce matin, le jeune Mohamed, écrasé mort. Dans le même lieu et de la même manière, les années passent et les atrocités demeurent. On ne les laisse pas en paix, les colombes de la paix. On ne les laisse pas cultiver l'espoir. Toujours des exactions et des crimes innombrables. L'horreur continue dans le silence et les réactions frileuses. L'injustice devient loi et l'oppression doctrine. Ils sont abominables. Aucune âme. La barbarie a franchi un nouveau cap. Quelle cruauté! Ni leur haine, ni la haine de leurs macabres militaires ne nous empêcheront de nous battre, encore et encore, contre tant d'inhumanité et d'injustice, de poursuivre nos espérances en tout courage. Ziad Meddour. Merci Samia Cheki pour cette magnifique lecture de ce poème écrit par notre ami Ziad Medouk à Gaza, donc en référence aux derniers événements tragiques et horribles, encore une fois, du côté de la Palestine. Mon cher Rudy, je te souhaite une bonne soirée. Demain, pareillement, mon cher Christophe, et très belle émission aujourd'hui. Ah oui, absolument, très belle émission et diversifiée et variée comme on les aime, quoi. Hein, voilà. Et un bon 49.3 à toi. Voilà. C'est très important. Oui, non, mais c'est très important. Ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est bon, tu sais, voilà. Le 49.3, on va pouvoir aussi le donner, enfin, le faire à quelques politiques, le 15 mars, hein. On peut leur mettre un 49.3 aussi, hein, quelque part. Hein, dans Sauf certaines communes, si vous n'êtes pas ça content. va nous revenir là-dessus, hein. Si vous n'êtes pas content de votre municipalité, bah, vous pouvez mettre un 49.3. Voilà. Maintenant, sachez que c'est à la mode. On y va. Dans un instant, l'ami Medjed sur France Maghreb 2 pour la suite des programmes. En tout cas, nous, on ne met pas à 49.3 en salade dès 16h. Demain, sur France Maghreb 2 pour une nouvelle émission. 18h, le journal tout de suite. Bonsoir. Bonsoir à tous. Le gouvernement prend des mesures pour endiguer la propagation du coronavirus, mais pas question d'arrêter de faire rouler les trains, annonce la ministre de la Transition écologique. La contre-attaque des syndicats après le recours au 49.3, journée de mobilisation demain dans tout le pays. Et puis le coup d'envoi officiel de la campagne des municipales, on le verra dans ce journal. Le coronavirus gagne du terrain en France. Il y aurait un nouveau décès dans l'Oise. Information que le ministère de la Santé ne confirme pas pour le moment. 2 personnes étaient déjà mortes du coronavirus en France et l'Oise est le département le plus touché. Le préfet de l'Oise est placé en confinement depuis cet après-midi par mesure de sécurité. Il a été en contact avec le maire de Crépy en Valois qui a été testé positif au coronavirus. Dans le Morbihan, 5700 élèves sont restés chez eux ce matin. 13 cas sont confirmés dans le département, 19 au total en Bretagne. Plusieurs établissements scolaires sont fermés, tous les rassemblements sont interdits dans le Morbihan comme dans l'Oise. Emmanuel Macron annule tous ses déplacements extérieurs qui ne sont pas en lien avec le coronavirus. Il ne dînera pas demain avec le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Le dîner a d'ailleurs été reporté le lendemain, mercredi, déplacement annulé dans le Gers où le président de la République devait se rendre pour une visite autour du patrimoine. Pour tenter de freiner la propagation du virus, la ministre de la Transition écologique réunissait aujourd'hui les entreprises des secteurs des déchets, de l'eau et des transports. Objectif, assurer la continuité du service. Toutes les activités essentielles à la vie du pays doivent pouvoir se poursuivre. Donc c'est le cas, je le redis, dans les secteurs de l'énergie, de l'eau, des déchets, des transports. Il n'y a pas de mesures spécifiques pour ce dernier, si ce n'est de respecter les gestes qui permettent de lutter contre la propagation du virus. Il faut évidemment ralentir la progression de ce virus et en même temps il ne s'agit pas d'arrêter le pays. Donc il n'y a pas de scénario dans lequel on arrêterait tous les transports, ça n'existe pas. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique. Autre conséquence du coronavirus, de plus en plus d'événements sont annulés ou reportés. Pour le moment, les matchs du tournoi Destination sont maintenus, sauf la rencontre Irlande-Italie. Le match entre l'Écosse et la France aura bien lieu dimanche. La réforme des retraites et la riposte des syndicats. CGT, FO, Solidaire, FSU et organisations de jeunesse appellent à des mobilisations partout en France demain pour protester contre le recours à l'article 49.3.
Cédric Cobert, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne. Les syndicats qui sont dans la bataille depuis le début contre le projet de réforme des retraites appellent à amplifier la mobilisation, à lui faire prendre un tournant plus important pour faire échec au projet du gouvernement. Il faut s'attendre à ce que massivement les salariés se mobilisent pour obtenir le retrait du projet de loi et donc le retrait de ce déni démocratique qu'est le 49.3. Le projet de loi ne doit pas être présenté, doit être retiré, tout simplement parce qu'il est mauvais et il prévoit que partirait plus tard à la retraite avec des pensions plus basses et il n'en est pas question. Cédric Cobert, secrétaire général de la CGT en Haute-Garonne, 2 motions de censure déposées par l'opposition seront débattues demain. À l'étranger, l'afflux de milliers de migrants aux portes de la Grèce et ce drame aujourd'hui, un enfant est mort dans le naufrage d'une embarcation au large de l'île grecque de Lesbos. Un canot qui venait de Turquie transportant une 50aine de réfugiés s'est renversé. Un 2e enfant est hospitalisé. La Turquie a ouvert ses frontières pour faire pression sur l'Union européenne, espérant obtenir un soutien occidental en Syrie. Retour en France, dernière ligne droite avant les élections municipales. La campagne est officiellement lancée aujourd'hui. Les candidats sont sur le pont avant le premier tour le 15 mars. Et d'ici là, Boris Karlamov, ils devront respecter des règles très précises. Oui, à commencer par l'affichage. Il faut savoir que dans toutes les communes, les listes se voient attribuer des panneaux d'affichage installés à proximité des bureaux de vote. Dans celles de moins de 1000 habitants, ils sont décernés par ordre d'arrivée des demandes en mairie et par tirage au sort dans celles de 1000 habitants et plus. La diffusion et le commentaire de tout sondage en rapport à l'élection sont interdits la veille de chaque tour de scrutin et le jour même du vote. Enfin, les dépenses de propagande comme par exemple les affiches ou encore les bulletins de vote seront remboursés par les préfectures aux listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés par tour de scrutin et dans les communes de 1000 habitants et plus. 20 765 listes ont été déposées en France en vue du premier tour. C'est moins qu'aux précédentes municipales et surtout une centaine de communes n'ont toujours pas de candidats. Dans celles qui comptent plus de 1000 habitants, une délégation spéciale sera désignée en attendant l'organisation d'élections partielles. Et puis Alexis Pinturo en tête du classement de la Coupe du Monde de ski alpin. Le Français a remporté le slalom géant aujourd'hui en Autriche. Bonne soirée à tous. France Maghreb 2, France Maghreb 2. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.